Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie. Comme chaque vendredi, on vous livre bien sûr nos bons plans sortis de la rédaction pour ce week-end. Les jetés de sortie avec Cola dans un instant. Et ce soir, partons également sur les traces de Louis-Marie Cordonnier, l'architecte à qui l'on doit chez nous dans la région, notamment l'Opéra de Lille, le Beffroi de Bailleul ou encore la Vieille Bourse. Son arrière-petit-fils est le co-auteur de ce magnifique livre, Louis-Marie Cordonnier, l'infatigable bâtisseur, aux éditions Atelier Galerie Édition, coécrit avec Bruno Vouters. Elle est avec nous. Benoît, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez bien? Bonsoir, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce beau livre. Et Xavier Silly est avec nous, bien sûr, en plateau pour mener cette co-interview. Bonsoir à vous. Allez, c'est parti. Alors Louis-Marie Cordonnier est né à Haubourdin en 1854. Son père était un architecte réputé aussi dans la région. L'architecture, est-ce que c'est dans l'ADN de votre famille ? Apparemment oui. Oui. Apparemment oui. Parce que Jean-Baptiste, le premier, Louis-Marie, son fils, le second, Louis Stanislas, mon grand-père, le troisième, Louis, mon père, le quatrième, sauf moi. Ah, sauf vous, du coup. Vous avez pris quelle destinée ? La question m'est posée fréquemment. À l'âge de me orienter, mon père m'a dit qu'il considérait à ce moment-là que l'architecture n'était plus ce qu'il avait connu, mais qu'est-ce qu'il connaissait. Et que ce qu'il connaissait ne valait pas le coup de se lancer dans l'architecture. Bon, en tout cas, vous êtes lancé dans l'écriture de ce livre. Pourquoi maintenant ? Pourquoi revenir sur les traces de votre arrière-grand-père ? Tout simplement parce qu'au départ, à l'initiative de mon épouse, et j'insiste là-dessus, elle m'avait conseillé d'écrire quelque chose pour mes enfants et mes petits-enfants par rapport à mes aïeux, de ce qu'elle connaissait. Mais bon, jusque-là, j'étais pas vraiment prêt, disposé à faire ça. Et puis je me suis lancé dans ce chemin de mémoire en remontant dans le Nord. J'étais absent de très longues années. Nous sommes remontés. Je me suis lancé sur ce chemin de mémoire et très vite, ce chemin de mémoire m'a amené à rencontrer beaucoup de personnes qui ont amené des développements et ce chemin de mémoire est devenu vraiment un gros chantier. Un gros chantier, ce livre également, parce qu'il est très fourni. Combien de temps ça a pris pour prendre toutes ces photos, toutes ces informations? Ces archives Pratiquement surtout, 3 ans. Pratiquement 3 ans parce que, comme vous le savez, on a eu la pandémie quand même qui a freiné certaines choses. Mais malgré tout, avec Internet et beaucoup de bonne volonté, on arrive à s'en sortir. Les archives, vous les aviez chez vous? Vous avez dû aller peut-être en récolter quelques-unes? Un peu de tout. C'est-à-dire qu'évidemment, les archives régionales, départementales, nationales, les archives de l'Institut, les archives diocésaines. Bon, quand on a fait le tour de celles-là, il reste les archives familiales, où on a beaucoup de choses que mon père m'avait laissées, un peu dans la famille. Donc en rassemblant toutes ces archives, on a trouvé beaucoup de choses, et en plus en allant sur place. Dans certains lieux, certaines communes, certains endroits disposent eux-mêmes d'archives. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous allez, par exemple, devant la CCI de Lille ? Elle vous appartient un petit peu, c'est une fierté. Oui, absolument. Je dis souvent que quand on organise des conférences avec Bruno actuellement, je commence toujours par dire que c'est un honneur et une fierté pour moi de me trouver dans ces lieux. Parce que pour le coup, ça reste et c'est visible. Eu égard à l'arrière-grand-père, je m'imagine l'arrière-grand-père qui faisait ces travaux, donc c'est un peu une fierté, même si je n'y suis pour rien. Par contre, je suis fier du travail qui a été réalisé, de pouvoir remettre vraiment au goût du jour Louis-Marie Cordonnier pour tout le monde. Alors justement, on a une illustration très, très parlante. Ce sont les travaux de la CCI à l'époque. Oui. Louis-Marie, et là, on le voit, on le distingue à peine. Voilà, Louis-Marie était un homme récompensé, distingué. On le voit souvent représenté en tenue d'académicien. Mais sur cette photo, on le voit en tenue d'architecte tout simple, en manteau. Au milieu de la photo, il prend la pose. Et derrière, dans la grue, sur les côtés, on aperçoit des ouvriers qui sont disposés comme pour faire une scène vraiment pour la photo. Il allait sur les chantiers, parce qu'il dessinait les plans, mais il était sur le terrain opérationnel. Ah, complètement. À 100%, il menait ses projets de A jusqu'à Z, ce qui donnait lieu à des multitudes de plans et beaucoup. En parlant justement de projets, c'est des beffrois, des hôtels de ville, des monuments religieux. Il y en avait combien au total et quel est votre préféré à vous ?
Alors, combien au total? Je n'ai pas le chiffre exactement en tête, mais je peux vous dire qu'il a construit 8 hôtels de ville dans la région, qu'il a construit 2 basiliques, Sainte-Maxelande à Caudry, Lisieux, bien sûr. Les hôtels de ville, je vous coupe, il y a Dunkerque, quelles communes? Quelles sont les autres communes? Le premier, c'était Los. Ensuite, la Madeleine, après Dunkerque, après Commune, après Bailleul, après Armentières, après Laventie et Merville. Et votre chouchou, alors, parmi tous ces projets? Alors, c'est un peu compliqué. En hôtel de ville, je dirais que Dunkerque est quand même très représentatif. Mais par contre, le Palais de la Bourse et l'Opéra sont quand même assez sympathiques. Hein. C'est assez impressionnant à voir, donc on tombe sous le charme. Puis l'Opéra, voilà, au bout de cette rue Faidherbe, quand on arrive de la gare... C'est vrai. Voilà. Et puis dans un autre ordre d'idées, la basilique de Lisieux ou la basilique de Caudry, qui est complètement différente. On a une néogothique et une byzantine, mais bon... Je reviens sur l'Opéra de Lille avec une anecdote un peu particulière. Racontez-nous. Elle commence à être connue, mais bon, lorsqu'il a fallu reconstruire l'opéra, il y a eu un concours organisé par la municipalité. Le concours était évidemment à pli fermé, comme on dit. Louis-Marie Cordonnier, se doutant qu'il avait certaines inimitiés dans la mairie, a présenté 2 projets. Un dans son style à lui, un opéra avec un beffroi, et l'autre dans un style plutôt emprunté à Garnier, puisque Garnier et Viollet-le-Duc étaient ses inspirateurs un peu. Les 2 projets ont été présentés. Évidemment, celui Cordonnier était identifié tout de suite et rejeté. Par contre, l'autre Garnier était accepté à l'unanimité. Et quand on a vu après que c'était Cordonnier, ça a fait grincer des dents. Bon, il y a des détracteurs qui ont trouvé que les sorties de secours n'étaient pas assez grandes, ou que il a eu le projet, il a construit ce superbe. Ça c'est fait. Il y a toujours à redire en même temps dans les projets. Oui. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait de savoir aussi, c'est pourquoi aujourd'hui il n'est pas aussi connu que Gustave Eiffel ou d'autres. Je pense qu'une grande partie est due au fait qu'il était lillois, régionaliste, qu'il rayonnait sur la région, mais à l'échelon national ou parisien, on va dire, où tout se passe, à part le fait qu'il ait été membre de l'Institut et président de l'Académie, mais sinon il ne recherchait pas d'honneur particulier, de gloire. Alors il a passé toute sa carrière, il a fait tout son temps à travailler dans la région, la construction et surtout la reconstruction également, mais il n'a pas souhaité, je pense, être reconnu plus que ça. En tout cas, si on souhaite en savoir un petit peu plus sur son travail, ses réalisations ici chez nous dans la région, on vous le conseille. Louis-Marie Cordonnier, l'infatigable bâtisseur, donc créé par vous, son arrière-petit-fils Benoît. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite du magazine. Xavier, merci, à la semaine prochaine. Volontiers. Merci beaucoup à vous. Et on continue avec les ch'tis de sortie. Le festival Jazz en Or est enfin de retour dans la métropole lilloise jusqu'au 17 décembre et Colas s'est rendu justement aux répétitions à Marc-en-Barœul. Bonjour Thierry. Bonjour Colas. On s'est donné rendez-vous assez tôt. Pourquoi ? Pour avoir les premières notes, toutes premières notes de Jazz en Or. Festival enfin de retour ici dans la métropole lilloise, parce qu'on a les répétitions d'un groupe du coin, Valhalla Trio, qui va revenir sur la bande son de la musique jazz du XXe siècle. Ils ont la particularité effectivement d'avoir un projet qui retrace l'histoire du jazz, alors bien sûr en musique, de par les morceaux qu'ils interpréteront, de Duke Ellington à John Zorn, donc qui couvrent un peu toute l'histoire du jazz, et qu'ils entrecoupent d'interviews de Miles Davis par exemple, d'extraits de films comme 12 Years a Slave. Voilà, c'est un beau projet qu'on a voulu mettre en avant et qu'on est vraiment heureux d'accueillir. Et très bien, on va aller voir. C'est Julien, François et Jérémy, c'est ça ? Exactement. Rendez-vous donc dès demain matin, dès ce samedi 7h45 pour les ch'tis de sortie. Et maintenant, c'est le moment, bien sûr, de retrouver les bons plans de la rédaction avec notre Emmanuel Calafiore. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Marie.
Vous allez nous faire rêver avec des murs illuminés ce week-end. Ah oui, ce week-end, et puis surtout parce que depuis mercredi, c'est le retour du vidéo mapping à Lille. C'est cette technique en fait qui permet de projeter des vidéos sur les façades des bâtiments et les façades des bâtiments emblématiques de la ville. Jusque mardi prochain, de 20h à 23h, vous pourrez découvrir les mappings sur les murs de 7 lieux lillois, comme la gare Lille-Flandre, le Monument aux Morts ou encore le Beffroi de l'Hôtel de Ville. Et puis en bonus, il y aura des œuvres dans l'IAE de Lille. Il pleut ce week-end, en tout cas il fera gris, mais par contre vous souhaitez nous faire courir. Ah bah oui, on va pas oublier le sport quand même. Dans le cadre des festivités d'Octobre Rose, dans la lutte contre le cancer du sein, c'est la ville de Nieppe qui propose une Color Run, un parcours d'environ 5 km avec le château de Nieppe comme cadre. Et puis vous serez aspergé forcément tout le long du parcours de poudre colorée. Et direction également le littoral pour terminer avec une association unique et originale. Unique et originale, vous avez raison Marie, puisque le Viva des Flandres rencontre le bateau-feu de Dunkerque pour un festival au nom cocasse, les Flandroyantes, théâtre d'objets, du cirque, des marionnettes, de la danse, des concerts et des balles bien entendu. Jusque samedi prochain, vous allez pouvoir profiter des spectacles d'Armentières jusque Dunkerque. Et demain à Dunkerque justement, même s'il pleut, vous serez accueillis avec le soundtrack de Johnny et Wallace. Et puis à 20h, les footeurs de joie qui sont de retour pour leur concert. Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bons plans. Vous pouvez aussi vous balader dans la région pour découvrir les œuvres, les réalisations de Louis-Marie Cordonnier. Merci beaucoup Benoît, arrière-petit-fils, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi pour la suite de vos magazines, bien sûr, avec votre planète locale. Ce lundi, nous reviendrons sur l'agriculture biologique dans la région.